Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous. Si on parlait aujourd'hui d'une agriculture en plein développement sur notre agglomération, qui utilise le bio et les circuits courts pour répondre aux nouvelles attentes des citadins, on va parler d'agriculture urbaine aujourd'hui avec Florence Duprat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'association Open Agri-Food, une association qui a une vocation plutôt pédagogique. Une vocation pédagogique et de rencontre et d'échange entre tous les acteurs économiques de la filière agri-food et évidemment les citoyens. On verra ça tout à l'heure avec vous parmi les actions que vous prenez. Benoît Tholin, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur au lycée horticole, on est encore dans la pédagogie, là. Lycée horticole qui est basé à Saint-Imier dans la vallée du Grésivaudan, et vous vous occupez plus particulièrement d'une ferme-école, on peut l'appeler comme ça. Tout à fait, c'est une ferme support pour les apprenants qui viennent se former au métier de l'agriculture et particulièrement du maraîchage. Maraîchage large, on voit une partie assez étendue de la production végétale. Et voilà, on a mis en place une ferme qui ressemble à une ferme, une structure que les porteurs de projets pourraient réaliser par la suite voilà, dans leur installation. Et à côté de vous, lui, c'est pas un apprenti, c'est un professionnel. Oui, on apprend toujours toute la vie, c'est vrai, dans tous les domaines. Laurent Nazelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes maraîcher bio dans l'agglomération grenobloise. Vous exploitez les jardins du Fontanier, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est cela. Plusieurs hectares aux portes de la ville de Grenoble. Vous êtes également à l'origine de la création de magasins de producteurs. On a participé à la création de 2 magasins. Un qui est donc à la ferme de Beaune, à la caserne de Beaune, et un autre qui vient de s'ouvrir à l'automne à Comboire, suite à l'arrêt des marchés avec la crise sanitaire l'année dernière. Il fallait bien trouver d'autres solutions. Je la présentais comme bio en introduction, l'agriculture urbaine. C'est toujours le cas, ou il peut y avoir aujourd'hui d'autres types de cultures dans les zones urbaines ou périurbaines? Il y a plein d'agricultures différentes. Il y a l'agriculture conventionnelle, il y a l'agriculture de conservation. On a eu des mouvements mineurs qui naviguaient autour de l'agriculture biologique, qui était la permaculture, ensuite le maraîchage petite surface. Aujourd'hui, il y a le maraîchage sol vivant, voilà, qui sont des philosophies, on va dire, des manières de voir les choses. Tout comme il y a eu l'agriculture biodynamique à un moment donné. Donc, on a des tas d'agricultures qui travaillent côte à côte et des gens qui partagent des informations entre eux. Le bio, j'ai envie de dire que c'est une appellation très, très contrôlée. C'est aussi un argument marketing. Benoît, c'est quoi les règles de base pour pouvoir revendiquer cette appellation quand on est producteur? Alors, les règles de base, la première, c'est l'interdiction de produits de synthèse pour traiter les maladies, donc pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, tous les produits en cide. Qui sont d'origine, je dis bien d'origine non naturelle, des produits de synthèse. La deuxième, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser des engrais minéraux pour nourrir les plantes, c'est-à-dire qu'on est obligé de donner à manger au sol et à la vie du sol pour qu'ensuite la vie du sol, elle rende cette nourriture disponible, assimilable par les plantes. Donc ça, c'est une grosse différence par rapport à l'agriculture conventionnelle. Et l'autre, c'est qu'on est obligé d'utiliser des semences issues du bio ou des plants qui proviennent du bio. Il y a aussi une notion d'occupation des sols. On est obligé de faire des rotations de culture. Ça, c'est dans le label. On n'a pas le droit de faire tous les ans au même endroit les mêmes légumes. Et on est obligé, sauf si notre système de culture ne nous le permet pas, de cultiver des engrais verts, donc c'est-à-dire des plantes qui vont couvrir le sol. À un moment où on ne fait pas de culture de rente, de culture lucrative, on va faire pousser des végétaux qui vont produire de la biomasse, capter de l'énergie solaire, et ensuite la restituer au sol pour nourrir le sol. Donc dans l'agriculture biologique, les premières lignes du label, c'est vous devez nourrir le sol, vous devez aggrader les qualités de votre sol. On vous contrôle régulièrement quand on est maraîcher bio sur l'agglo, ou on peut finalement faire un peu comme on veut? Non, 1 à 2 fois par an. Il y a une visite qui est fixe, qui permet de contrôler toutes les factures et vérifier qu'on n'a pas acheté n'importe quoi, par exemple. Et il y a une visite, on va dire, impromptue
qui, au cours de la surprise, voilà, au cours de l'année, et sur lequel il va contrôler que si nous appliquons les méthodes correspondant au cahier des charges. D'accord. Florence Dupras, c'est deux mondes assez différents quand même. L'agriculture urbaine à tendance bio, on va dire, et puis l'agriculture conventionnelle de plein champ qu'on trouve plutôt dans nos campagnes. Alors, c'est deux mondes qui coexistent très bien, mais il ne faut pas prévaloir l'un par rapport à l'autre. L'agriculture conventionnelle est, à mon sens, encore très utile. Et si on ne faisait que de l'agriculture bio, d'abord, on n'arriverait pas à nourrir tout le monde. Et en plus, on a besoin d'avoir une agriculture de plein champ pour éviter la désertification des campagnes. Donc, toutes les agricultures sont nécessaires pour nourrir la population française. Il y a des passerelles, quand même, j'imagine, entre ces deux milieux. Je crois que vous expliquez que l'agriculture urbaine, ça sert aussi à sensibiliser une population qui est peut-être un peu déconnectée de la vie rurale d'antan et de les remettre en lien avec ces territoires. Tout à fait. L'agriculture urbaine, je verrais sa première qualité pour moi, ça serait vraiment de permettre aux petits citadins, ou aux plus âgés d'ailleurs, de pouvoir se reconnecter avec les produits de la terre. C'est essentiel pour être bien dans sa vie, d'avoir un lien avec la terre. Et il est important de comprendre comment sont cultivés, comment sont élevés tous les produits bruts qui vont servir à notre alimentation après. Alors avant que ces citadins deviennent peut-être des professionnels, ils sont de plus en plus nombreux, en tout cas, à s'intéresser à ces sujets avec les jardins partagés ou les potagers collaboratifs qui poussent en ville au pied des immeubles. Même les toits s'y mettent, comme l'a constaté Charlotte Faulkner. Cela fait maintenant plusieurs années que sur les toits des nouvelles habitations fleurissent des jardins ou encore des potagers. Sur le toit de cet immeuble récent du quartier Flaubert, les habitants ont planté des fruits et des légumes accompagnés de l'association Cultivons nos toits. Ils sont complètement libres de planter ce qu'ils veulent sur leurs parcelles privatives. Ils se mettent en commun sur les parcelles collectives, donc là c'est vraiment ça leur apprend aussi à se diviser les tâches. Et après c'est à eux d'être autonomes, donc tout ce qui est arrosage, désherbage, paillage en prévision de l'hiver. Le but c'est vraiment pour nous de les rendre autonomes, mais surtout qu'ils se fassent vraiment plaisir, et on n'est vraiment pas là pour fliquer, on est là plutôt pour les aider à réussir dans leur projet de parcelle. Si les toitures végétalisées sont de plus en plus répandues, c'est qu'elles apportent de nombreux avantages, à la fois écologiques et sanitaires. Meilleure isolation, réduction des îlots de chaleur, meilleure gestion des eaux pluviales ou encore amélioration de la qualité de l'air. Sur ces toits, c'est donc avec une approche éco-environnementale qu'on s'occupe des fruits, des légumes ou encore des plantes. On va avoir moins de produits à utiliser puisque du coup on a la capacité de savoir la qualité de la terre qu'on a, qui va nous permettre de choisir aussi qu'est-ce qu'on va y planter. Et bien sûr de laisser une partie des plantes qui poussent sauvages, qui vont favoriser du coup que les ravageurs vont aller attaquer avant d'attaquer les cultures qu'on fait. On va planter des capucines pour qu'elles attirent les pucerons et que les pucerons n'aillent pas sur les tomates ou sur nos fèves, comme on a pu avoir des problèmes comme ça. Et en fonction de certaines associations de plantes, on peut aussi entourer nos cultures d'oignons qui sont des répulsifs à insectes. Et en fait, en faisant certaines associations comme ça, on évite d'utiliser énormément de produits. Ces véritables jardins sur toit participent au concept de nature en ville, mais contrairement à l'agriculture en zone rurale, ces toits végétalisés sont confrontés à d'autres problématiques. L'un des soucis principaux que moi j'ai pu rencontrer sur la culture sur toit, c'est en fait tout ce qui va être propagation de maladies. Il faut se représenter la ville comme étant aussi des couloirs avec le vent qui s'engouffre dans ces couloirs et qui du coup potentiellement va propager une maladie qui peut être à l'entrée d'une avenue. Et sur une avenue qui fait, 8 km, on peut retrouver du coup cette maladie sur tous les balcons de cette avenue. Les toitures végétalisées, un concept qui séduit de plus en plus. Aujourd'hui, 15% des toitures plates accueilleraient de la végétation, soit plus de 10 millions de mètres carrés de toit. Il y a d'ailleurs une obligation maintenant pour les nouvelles constructions de prévoir un espace qui permet d'accueillir éventuellement des jardins ou des potagers. Laurent Nazelli, les plantes sont plus difficiles à protéger en milieu urbain que sur un territoire plus rural ? Sans doute. Une des raisons principales, ça va être que les maraîchers se sont installés autour des villes. On appelait ça les ceintures vertes. Donc c'est de moins en moins vrai avec l'urbanisation des terrains.
Et de ce fait, on est plus sensible à des maladies ou des ravageurs qui sont installés chez un collègue qui est à deux villages de notre exploitation. Alors que c'est sûr, si on était en plein milieu de l'Ardèche, au milieu là où il y a moins de concentration. Où il y a moins de concentration, on aurait probablement moins de maladies et moins de ravageurs. Ouais. Maintenant, il y aurait aussi moins de clients. Et il faudrait prendre plus de temps pour aller livrer et consommer du gasoil pour aller livrer les consommateurs. Oui, c'est vrai que les maraîchers de l'agglomération sont vraiment à quelques kilomètres. Vous, le Fontanil, en quelques minutes, vous pouvez livrer, j'imagine, facilement les commerces du centre-ville ou des marchés de la périphérie. Oui, on a la première zone verte en fait depuis Grenoble. Si vous regardez sur le Google, toutes les habitations se touchent. Benoît, les techniques que vous employez, vous apprenez à vos étudiants, on va les appeler comme ça, ou vos apprentis, elles sont toutes dans la logique de l'agriculture biologique ? Oui, nous, c'est une demande globale des gens qui veulent s'installer. Ils sont tous orientés, quasi exclusivement vers l'agriculture biologique. Et on essaie même d'aller un peu plus loin que ce qui est indiqué dans le label, puisqu'il y a des préconisations, mais on peut toujours faire plus que ce qui est indiqué. Et c'est ce que cherchent aussi les apprenants ou les stagiaires. Et donc, on essaye d'aller vers la réduction de l'utilisation du plastique, la réduction du travail du sol, la réduction des traitements autorisés en bio, et voilà, de trouver des techniques qui restent efficaces, parce qu'il ne faut pas oublier que ces porteurs de projets qui vont s'installer, ils auront besoin de gagner leur vie aussi avec ces techniques. Donc on cherche à allier finalement les bonnes techniques efficaces, productives et écologiquement pour répondre aux enjeux, quoi. Le plastique, là, on voyait les images, ça sert quoi en général à éviter les mauvaises herbes ? C'est une occultation voilà, pour empêcher les adventices de pousser. Donc on peut trouver des alternatives au paillage plastique. Il y a des paillages biodégradables qui contiennent quand même une partie de pétrole, on en parlait tout à l'heure avec Laurent. Il y a aussi des paillages d'origine naturelle, à base de champs, ou qu'on pourrait imaginer à base de maïs aussi. Et puis des résidus Donc nous, on utilise beaucoup le compost de déchets verts, qui est le résidu de taille, de tonte, des paysagistes et des particuliers de l'agglomération, qui emmènent ça à la déchetterie. La déchetterie utilise une plateforme de compostage et nous propose un compost qu'on peut utiliser. En mettant des épaisseurs suffisamment importantes, on peut remplacer l'utilisation du plastique. Et ce compost, il va nourrir notre sol, il va le protéger des agressions aussi de la pluie, des agressions du climat. Il va nourrir les habitants du sol, les insectes décomposeurs, les vers de terre, voilà, pour chercher de la biodiversité maximale dans nos sols aussi. Florence Duprat, l'agriculture bio a besoin de solutions pour protéger ses plantes, comme l'agriculture conventionnelle. Est-ce qu'il y a les mêmes moyens, il y a les mêmes innovations, la même force d'innovation dans ce secteur ? Oui, il y a tout à fait la même force d'innovation. Là, ce que vient de dire Benoît, ça démontre à quel point il est important aussi qu'on travaille tous ensemble, tous les échelons de la filière, sur des solutions. Parce que si tout le monde portait les résultats de ses tontes dans une déchetterie qui soit... pour les maraîchers, par exemple, on n'aurait plus besoin de paillage quasiment. Donc, le souci, c'est que l'innovation, parfois, elle est pas grande, c'est pas très important. C'est des petites choses qu'on mettrait en place et qui permettraient de faire que, cette agriculture bio puisse se développer beaucoup plus facilement. Alors, dans l'agriculture conventionnelle, quand les plantes sont malades, il y a des produits phyto qui servent justement à lutter contre la maladie. Vous ne les avez pas, Laurent, à votre disposition ? On a quelques produits. Le soufre, le cuivre sont connus. Il y a une bactérie qu'on utilise depuis 25-30 ans qui s'appelle le bacillus, qui marche très bien contre des petites chenilles également. Il y a quelques produits, mais ce n'est pas notre priorité. Nous, on va essayer de faire en sorte que la plante soit saine. On appelle ça des mesures prophylactiques. Donc tout simplement, tout comme l'être humain, si on prend soin de nous, si on mange correctement, si on dort assez, etc., si la plante on ne tombe pas malade, ou beaucoup moins souvent, et si la plante est en bonne santé, on n'aura pas ou peu besoin de traiter.
Maintenant, à un certain moment, il y a certaines cultures, on n'y peut rien. On sait que systématiquement, elles vont tomber malades. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire, par exemple? On a fait l'essai sur l'ail, ne faire aucun cuivre, de la rouille qui s'installe dessus, 30% de rendement en moins. Bon, l'année d'après, j'ai fait les 2 cuivres très préventifs dessus, quand ils sont au stade très jeune, de manière à éviter que cette maladie se développe. Elle s'est développée en fin de culture, et j'ai fait avec. Ça vous est arrivé, Benoît, de perdre une culture parce qu'il y a une maladie qui s'installe et en bio, il n'y a pas la solution adaptée? Oui, tout à fait. Du coup, on essaye aussi d'agir sur la semence, sur la variété de légumes qu'on va cultiver, choisir des variétés qui sont résistantes aux maladies. Ça, c'est des premières choses à faire en agriculture biologique aussi, de bien identifier. On travaille aussi sur la résistance de ces variétés aux maladies. Donc en reprenant nous-mêmes les semences aussi, on pourrait imaginer à l'échelle d'un territoire de réadapter les végétaux aux contraintes du territoire. Nous, autour de la vallée, on a des sols relativement humides, donc avec une présence de champignons qui est relativement importante. Donc il faut qu'on fasse attention à notre patrimoine génétique des plantes cultivées. Le fait de ne pas traiter également, ne serait-ce que mettre un herbicide sur une plante, celle-ci ne va pas être agressée, du coup elle va être potentiellement moins appétante pour des ravageurs comme les pucerons. Et on ne va pas non plus détruire la faune auxiliaire. Même un herbicide peut atteindre la faune auxiliaire, même si ce n'est pas indiqué sur les bouteilles, les flacons de produits chimiques conventionnels. Et de ce fait, on réussit à recréer un environnement, même en milieu urbain, où des prédateurs, des ravageurs des cultures viennent s'installer assez facilement. Alors, des fois, il y a des ratés. Des fois, les auxiliaires n'arrivent pas assez vite. On les attend toujours avec impatience au printemps, puisque bien sûr, ils arrivent après que les pucerons arrivent. La nature est imprévisible. Voilà. Mais on essaie aussi de recréer un environnement favorable à la vie elle-même. On agit sur tout l'écosystème de notre ferme en mettant des haies à proximité, des bandes fleuries, et puis la vie du sol. Il disait quelqu'un qui mange bien et en bonne santé, et on essaie de faire la même chose pour les végétaux. Plus notre sol va être riche en matière organique, plus il va trouver tous les nutriments dont il a besoin. Il va même changer, le végétal va changer son mode d'assimilation des nutriments, de la forme des nutriments en fonction de la matière organique du sol. Donc on essaye d'aller vers cette direction-là. Et ça ne vient pas de l'agriculture biologique, c'est l'agriculture de conservation des sols qui a fait avancer l'agriculture conventionnelle vers il faut un sol en bonne santé pour des cultures en bonne santé. Et en blé grande culture, ils réduisent les traitements fongicides grâce à des meilleurs taux de matière organique et des blés en meilleure santé. Le bio qui s'inspire des méthodes des céréaliers. Et les céréaliers qui s'inspirent largement aussi des méthodes du bio. Bon, voilà, on les trouve, les passerelles entre ces deux mondes, notamment entre les professionnels. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, l'agriculture n'a pas une super image auprès du grand public, une image un peu de pollueur qui date sûrement de l'héritage des dernières décennies. Et il y a beaucoup d'exploitants qui vont partir à la retraite dans les années à venir et on n'a pas l'impression qu'il y ait une forte poussée pour la relève derrière. Alors ça fait partie de nos sujets à l'Open Agri-Food. On pense que l'attractivité des métiers de l'agriculture peut se développer dans les prochaines années. Ce métier est en train de devenir à la fois de plus en plus complexe et de plus en plus passionnant. On a à la fois des enjeux d'agronomie, des enjeux de marketing, parce que l'agriculteur, il va de plus en plus vendre lui-même ce qu'il produit, ce qui était beaucoup moins le cas avant. On a des enjeux de communication pour justement... parce que l'image de pollueur, c'est surtout une image de non-communicant. C'est-à-dire que si l'agriculteur explique ce qu'il va faire dans ses terres et dans son métier, du coup, il est bien mieux accepté par la population et on comprend ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment un sujet. Et c'est intéressant qu'on en parle parce que je ne suis pas forcément une fan de Julien Denormandie, mais ministre de l'Agriculture, mais il a lancé il y a 2 jours un programme qui s'appelle Entrepreneurs du vivant et qui justement vise à promouvoir tous ces métiers de l'agriculture. Et je crois qu'il va vraiment dans la bonne direction parce que c'est de ça qu'on a besoin pour demain. Les formations agricoles...
Est-ce que c'est dévalorisé de dire que souvent c'était un peu des voies de garage? En tout cas, c'était considéré comme ça par beaucoup. Ouais, malheureusement, oui, il y a pas mal de jeunes qui se retrouvent en lycée agricole parce qu'on leur a dit que C'était pas bon à l'école. c'était pas bon à l'école et que voilà, les métiers agricoles seraient bons pour eux. Et là, en fait, on se rend compte qu'il faut remettre de l'intelligence dans l'agriculture aussi. Donc, il faut le monde agricole et du vivant est très complexe. Et c'est des métiers d'avenir où il y a tout à apprendre encore. On ne sait toujours pas comment fonctionne un sol. Donc, je pense qu'au contraire, il faut avoir conscience que dans ces métiers du vivant, la quantité de choses à apprendre, elle est infinie. Et c'est des métiers passionnants. Vous étiez ingénieur avant, dans une autre ville. Vous avez fait des grandes études pour arriver à décrocher un diplôme d'ingénieur. Oui, surtout, voilà, j'ai fait de la recherche après, donc j'ai fait une thèse. Et je n'ai pas forcément trouvé mon compte dans les orientations vers lesquelles allait la recherche scientifique. Et finalement, on fait des études sans forcément avoir la passion derrière. Et j'ai découvert une passion pour l'agronomie et le monde du vivant, que je vais valoriser mes études maintenant dans ce monde-là. Et je ne suis pas du tout un cas isolé. Hein. Nous, en formation pour adultes, on a beaucoup de personnes en reconversion professionnelle qui ont fait des études plus ou moins grandes, mais pas mal qui ont quand même fait des grandes études et qui se rendent compte que trouver du sens et de l'accomplissement dans son travail, ça ne passe pas forcément par un haut niveau d'études. Et je pense qu'il y a pas mal de stagiaires qui ont appris plus de choses en une année de niveau bac en BPREA à Saint-Imier que pendant des licences ou des maîtrises dans des grandes écoles. C'est des gens qui ne viennent pas forcément d'une culture agricole, de famille. Nous, il y a 90% de hors cadre familial, on va dire, dans des promos de 20-30 stagiaires adultes. Il y en a un ou deux qui vont reprendre la ferme de leurs parents. Tous les autres, ils ont l'arrière-grand-père ou le grand-père qui était paysan. Ils ont connu ça de loin. Mais ils ont quand même, je pense, eu ça au fond de la tête. Et puis quand ils se sont retrouvés derrière un ordinateur 8 heures par jour ou 9 heures par jour, ils se sont dit, tiens, peut-être que retourner travailler dehors et comprendre aussi comment ça marche, ce qu'on mange, et ça a plus de sens et c'est plus concret, quoi. Alors, vous allez peut-être devenir une exception. Laurent, est-ce que vous vous inscrivez dans une lignée familiale d'exploitants? Quatrième génération, oui, c'est l'arrière-grand-père qui est venu d'Italie parce que c'était un peu la misère à l'époque et qui s'est installé. Mais on a donc 5 personnes travaillant avec moi. Je suis associé avec Nadège Koch et nous avons 5 salariés en permanence sur l'exploitation toute l'année. On a à peu près les mêmes profils, des gens qui viennent, qui ont fait des bac plus 5, des bac plus 2, des ressources humaines, des artistes, des backpackers, des gens qui viennent faire leur expérience pour potentiellement s'installer derrière. On tourne à peu près à une installation, voire des fois 2 par an, parmi les gens qui travaillent avec nous. Donc on a à peu près les mêmes profils qui ne viennent pas du monde agricole et qui cherchent à donner du sens à leur travail. Vous avez 7 hectares, je crois, oui. de maraîchage au Fontanis. C'est un métier, on essaye d'attirer les jeunes, c'est un métier où on gagne bien sa vie. Laurent, vous le présenteriez comme ça ? Dans un contexte où on perd 2% des agriculteurs par an, je dirais qu'en bio, en maraîchage diversifié, à côté des villes, on s'en sort pas trop mal. On arrive à bien vivre de notre métier si on est bon techniquement, qu'on est bon au niveau de la commercialisation, potentiellement du management, etc. Rien n'est gagné d'avance. On rencontre régulièrement des collègues qui, au bout de X années d'installation, leur objectif, c'est de gagner 600-700 euros par mois. C'est quand même difficilement à des heures de 50. Ça ne donne pas envie, en tout cas. Ça ne donne pas envie. Pas à 60-70 heures par semaine. Donc, on se rend compte que l'organisation, les structures, les associations fonctionnent. Les associations, je dis l'association, les GAEC par exemple, ou les regroupements de producteurs ont tendance à s'en sortir beaucoup mieux que les personnes qui ont une ferme en nom propre. Ouais. Mais on peut en vivre. Oui, c'est possible. En tout cas, en maraîchage périurbain, en agriculture biologique. Parce que c'est aussi peut-être un des freins pour inciter les jeunes à s'intéresser à ces métiers-là, c'est qu'on a, en tout cas la communication qui est faite dans les médias, et peut-être aussi du fait de certains agriculteurs, c'est qu'on ne gagne pas sa vie quand on est paysan, Florence Duprat.
Ce métier est en train de changer. C'est vrai que, jusqu'à une période très récente, on avait du mal à gagner sa vie et surtout, en étant dans une ferme isolée, on n'a pas de vacances. C'est compliqué. La vie est compliquée. Le métier est en train de tellement changer que ça devient des exploitations, des entreprises, en fait, entrepreneurs du vivant, c'est des entrepreneurs, des entreprises. Et du coup, tout est en train de se réorganiser, à la fois les conditions de travail et aussi les conditions de rémunération. Donc ça va évoluer, c'est encore loin d'être le nirvana, clairement, mais c'est en train de bouger. Bon, il y a peut-être un domaine dans l'agriculture, parmi d'autres, qui a bonne presse, bonne cote, c'est le domaine de la vigne. Les vignerons, la France est un des leaders mondiaux, pour ne pas dire le leader mondial dans ce domaine. Alors, c'est pas trop, l'Isère, c'est pas trop la région du vin, on la laisse à d'autres départements, mais quand même, dans l'agglomération, on trouve des vignes pas loin de chez vous, au Fontanil, à Mélan ou à Bernin, dans la vallée du Grésivaudan. Il n'y en avait plus à Grenoble intramuros depuis 40 ans, mais elle vient de faire son retour sur les pentes de la Bastille. On attend maintenant la première cuvée avec impatience. Elle sera bio, évidemment. Le soleil a beau brandir ses plus beaux rayons, le gel est passé avant lui. Et si les plants semblent bel et bien stériles, quelques grappes se présentent ça et là, comme pour prouver que la vigne se plaît sur les coteaux de la Bastille. Et pour confirmer que Laurent Gras a bien fait de rétablir cette culture ancestrale à 2 pas du restaurant familial en 2017. La famille Gras a toujours été agriculteur depuis plus de 120 ans à la Bastille et on s'est vraiment tourné sur la restauration sous l'impulsion de mes grands-parents sur site à la Bastille. Par contre, les vignes, elles, sont restées sur les coteaux jusqu'en 79. Donc 40 ans plus tard, l'objectif c'était de redonner un petit peu vie à nos coteaux et on s'est beaucoup inspiré de ce qui se faisait auparavant avec les anciens. En réintroduisant un tiers de chardonnay qui occupait jadis la plupart des 5 hectares de vignes sur ce terroir qui s'y prête à merveille, comme l'ont confirmé les études de sol. Mais le chef avait aussi la volonté de travailler sur un cépage typiquement isérois. Il a choisi la Verdesse, dont les 3000 pieds cultivés en surmaturation permettront de créer un vin moelleux. Enfin, sur une petite parcelle en amont, 3 cépages locaux de rouge, Douce, Noir, Persan et Mondeuse, seront assemblés pour compléter la gamme, dans le plus strict respect d'une agriculture bio. C'est le site sur lequel on vit depuis 5 générations, depuis plus d'1 siècle. Donc il n'était pas question de partir sur un projet autrement que bio. On a fait la conversion dès le début, c'est-à-dire avant de planter, avant le travail des sols, on a fait intervenir un audit externe de la société EcoCert qui valide chaque année, par plusieurs visites, notre travail en bio. Donc on a la chance de pouvoir étiqueter dès notre première vendange un vin bio, un vin de l'Isère en bio. C'était une logique en fait, c'était en agriculture biologique, en sachant qu'on est dans un environnement où c'est qu'on a plein de promeneurs, on a énormément de faune. Moi, tous les matins en ce moment que je viens de bonne heure, je croise des lièvres, des chevreuils. L'hiver, on peut croiser des sangliers. Il y a aussi un intérêt à rester dans un contexte où on préserve le site pour tous ces animaux. Tous les produits employés sont autorisés par le label. Des produits phytosanitaires à base de soufre et de cuivre pour lutter contre les maladies fongiques, un compost de pulpe de raisin et de fumier de mouton pour nourrir le sol à l'automne et préparer la saison suivante. Et si les herbes folles se régalent, c'est parce qu'on n'utilise aucun herbicide. Le travail est mécanique avec un treuil qui laboure à l'automne et manuel et participatif en cours de saison. On fait pas mal appel aux souscripteurs qui ont participé au financement du projet. Et du coup, on se fait des petites matinées où chaque souscripteur prend un rang et puis on vient arracher de l'herbe le long des rangs pour limiter les maladies en fait. Et le repas offert ensuite par le Père Gras n'inclut pas encore le vin de la maison. La première vendange, qui a défié la sécheresse, est mise en bouteille, mais elle prend son temps pour développer ses arômes exceptionnels, paraît-il. Le gel a compromis la seconde. Les futures cuvées du vin de Grenoble seront dégustées au restaurant et chez quelques cavistes, si enfin les caprices du climat s'apaisent. Eh oui, la météo, c'est peut-être le paramètre le plus compliqué à gérer dans vos métiers, parce que là, qu'on soit en bio ou en conventionnel, on n'a pas la main sur ce paramètre, Benoît. Non, c'est pour ça qu'il faut être prêt à tout moment, à tout ce qui peut arriver. En maraîchage diversifié, on a une chance, c'est qu'on fait 40 espèces de légumes, une centaine de variétés, qu'on échelonne dans la saison.
S'il y a un coup de gel à un moment, on perd une partie de notre production, mais on va pouvoir se rattraper sur autre chose. Les arboriculteurs, les viticulteurs, ils n'ont pas la même chance que nous. Et puis on a des cultures qui sont protégées sous abri aussi et qui nous mettent un peu, qui nous protègent un peu des conditions extrêmes, on va dire. C'est une bonne nouvelle, Laurent Nazelli, de retrouver de la vigne à la Bastille et puis un peu plus largement sur l'Isère, qui n'est normalement pas un territoire qui se prête à ce type de culture, ou qui ne l'était pas en tout cas. À l'époque, il y avait 100 hectares de vignes au Fontanil. Ouais. Donc on appelait ça du 23. Il y en a 2 qui tiennent celui qui boit. Donc oui, c'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque ça annonce clairement un changement climatique, pour ne pas appeler ça un réchauffement climatique, au moins un changement climatique qu'on voit de plus en plus apparaître en maraîchage. Globalement, des printemps assez secs, ensuite avec potentiellement des températures assez élevées en début de saison et ensuite un coup de gel. Ce qui pose les problèmes qu'on a eu ce printemps pour tous les viticulteurs, les arboriculteurs qui ont perdu leurs fruits à ce moment-là. Des étés assez chauds, malgré le mois de juin que l'on est Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Et des automnes plutôt pluvieux qui nous posent pas mal de problèmes également. Donc c'est une bonne nouvelle, je ne sais pas. On est en train de subir des changements climatiques qui sont assez conséquents et qui vont s'amplifier dans les années à venir. Maintenant, on le sait. C'est un impact pour les années à venir, cette évolution du climat qui forcément va se répercuter sur les productions agricoles. Ah oui, ben oui, ça va complètement modifier les zones de culture et les cultures elles-mêmes. Donc ça a un impact énorme. L'agriculture est à la fois une cause, on l'accuse du réchauffement climatique, mais c'est aussi une solution du réchauffement. Il ne faut pas oublier que grâce à l'agriculture, on peut séquestrer du carbone dans les sols, c'est-à-dire éviter que le CO2 s'en aille dans l'atmosphère. Donc ça change tout. Là encore, ça change tout et du coup, on a vraiment besoin d'entrepreneurs du vivant armés pour pouvoir faire face à ce réchauffement. On le voyait dans le reportage. Alors, à la Bastille, c'est une petite surface. On fait appel aux contributeurs, ceux qui ont aidé le projet pour venir désherber, donner un coup de main, etc. Puisqu'on ne peut pas utiliser tous les produits phyto qui existent sur le marché. Quand on a une exploitation un peu plus grande comme la vôtre, j'imagine qu'on fait du désherbage mécanique, Laurent ? Oui, c'est un des moyens de lutte contre les mauvaises herbes. Donc fatalement, qui dit agriculture biologique dit pas de désherbant, donc des moyens mécaniques pour détruire les mauvaises herbes, puisqu'un légume a besoin de pousser sans compétition. Et donc on consomme du gasoil. Donc on pollue un peu. Donc voilà, il y a plusieurs agricultures, on doit tous collaborer ensemble et essayer de trouver la meilleure agriculture possible en fonction de nos territoires et de nos productions. Nous, ce qu'on a essayé de développer sur l'exploitation à l'heure actuelle, c'est la basse technologie et la basse motorisation. Donc ça passe par un outil qui a été développé par l'atelier paysan. Benoît travaille aussi avec l'atelier paysan. Des paysans qui sont regroupés et avec l'aide d'ingénieurs développent des outils adaptés à nos productions. Là, en l'occurrence, ce qu'on essaie de développer sur l'exploitation, ce sont des panneaux solaires, une batterie, des roues de motocross et une bineuse en dessous avec une structure métallique qu'on a montée nous-mêmes. Donc on appelle ça le Stibin, il y a la Grozouk, etc. On développe des machines pour faire la transition écologique plus tard, pour éviter le réchauffement climatique. Il faut le breveter, ce système-là. C'est en open source. Il faut partager absolument les informations. Très bien, c'est vrai que vous êtes dans cette logique. C'est l'atelier paysan qui est là. C'est disponible sur Internet. Tout le monde peut fabriquer sa machine. C'est vrai que le monde paysan souffre très peu de la concurrence et de la privatisation des biens, etc. On s'entraide. Il y a une entraide qui est flagrante. Il y a de la formation aussi en commun. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est installé, qu'on a notre ferme, qu'on produit nos légumes, il faut aller voir les collègues, il faut échanger sur les pratiques. À chaque fois qu'on croise un autre maraîcher, on va boire un coup pour discuter de comment tu as fait toi, comment tu as géré ça cette année, comment tu vas faire l'année prochaine. Et voilà, on est en constante évolution et apprentissage dans l'entraide. Ça, c'est beau. Ça peut motiver à venir dans les mondes du vivant pour sortir d'avoir peur de l'autre, de la compétition. On se retrouve dans un monde
où on a l'impression que c'est des gens bien. Oui. Un relationnel peut-être plus fort que dans d'autres métiers. Florence disait tout à l'heure que l'agriculture bio ne pourrait pas remplacer, substituer l'agriculture conventionnelle. Est-ce que vous partagez ce point de vue tous les deux ? Non. Vas-y, Laurent. Mais pour moi, ce n'est même pas une question, puisqu'on ne parle pas de tout passer en agriculture biologique forcément. J'ai choisi ce modèle-là, il me convient, il convient aux productions qu'on est en train de faire. Ce n'est pas forcément adapté à tous les agriculteurs. Et par exemple, on parlait d'agriculture de conservation, donc il s'agit d'avoir les sols en permanence couverts. Quelqu'un qui est en céréales, en agriculture de conservation, désolé, je vais utiliser un gros mot, je vais dire glyphosate, va mettre un coup de glyphosate sur son engrais vert. Pour tout enlever ? Soit pour tout enlever ou simplement pour le ralentir. Et pour ensuite faire en semi-direct, c'est-à-dire sans travailler le sol, donc en économisant du gasoil pour faire pousser ses céréales. Quelqu'un qui est en bio va devoir travailler son sol, biner. Dépenser du pétrole, donc. Dépenser du pétrole, donc. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les céréales en bio, c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que l'agriculture de conservation, c'est bien. Je ne dis pas que le glyphosate, c'est bien ou ce n'est pas bien. C'est juste, on a besoin de construire une société intelligente, une agriculture intelligente, et qu'il s'agit de discuter ensemble de manière non passionnée. Enfin, si ce n'est qu'on adore la nature. Et tout à l'heure, on parlait de séquestrer du carbone dans les sols. Et pour ça, l'agriculture conventionnelle, en tout cas de conservation des sols, elle est bien plus performante que l'agriculture biologique pour l'instant. Puisque justement, ils arrivent à gérer des couvertures du sol permanentes. 99% de l'année, il y a quelque chose qui pousse. En bio, pour la gestion des adventices, on a besoin parfois d'avoir des sols nus pendant un moment. Et ça, c'est catastrophique pour la biodiversité du sol. On voit donc un autre exemple de passerelle entre l'agriculture conventionnelle et biologique. Ça, c'est pour les professionnels. Pour les urbains, les citadins, alors il y avait l'exemple des jardins potagers qui permettent aux gens de se remettre ou de se mettre à cultiver au bas de chez eux. Pour les plus jeunes, il y a quelques générations, on avait toujours un grand-père ou un parent qui avait son bout de potager. Ça faisait partie, on va dire, du schéma classique des familles. Ça s'est beaucoup perdu, notamment en ville. Et il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas vraiment comment on fait pousser des fruits ou des légumes. Florence Duprat. Oui, on a développé un projet qui s'appelle Éduc Agri-Food, qui vise à faire inscrire dans les programmes de l'école, de la petite section de maternelle jusqu'à la terminale, une éducation à l'alimentation. Et cette éducation à l'alimentation, elle comprend 4 axes. Et un des principaux axes, le premier, c'est réapprendre aux enfants à cultiver, à se reconnecter avec les produits de la terre. Pour apprendre à cultiver, il faut qu'il y ait un petit paddock dans chaque école où ils mettent une plante, ils voient que ça pousse. Ils voient que ça ne pousse pas parce qu'ils n'ont pas arrosé ou qu'il n'y a pas eu de soleil ou ça a poussé puis il y a eu du gel, donc voilà, c'est tout mort. Mais au moins, ils se rendent compte du temps que ça prend pour faire pousser des plantes, et ils se reconnectent petit à petit avec la terre et avec le travail de la terre. Et parallèlement, ils apprennent à nommer tous les fruits et les légumes et les céréales et même la viande, parce qu'ils ne savent pas, agneau, veau, c'est tout pareil, hein, c'est un morceau de viande. Donc, ils réapprennent tout ce que nous, on a appris avec nos mamans la plupart du temps, parce que l'éducation à l'alimentation se faisait à la maison avec les mamans, principalement, qui ne travaillaient pas à ce moment-là, et c'était plutôt le mercredi. Mais là, maintenant, il n'y a plus, et on demande, les parents d'élèves le demandent, les enseignants le demandent, on demande à l'éducation nationale de prendre en charge cette éducation qui est prioritaire pour nos enfants. Est-ce que l'éducation nationale vous écoute, vous entend ? Pour le moment, c'est un petit peu compliqué, mais on ne perd pas espoir et on va s'accrocher. L'objectif, c'est quoi ? C'est que des cours de jardinage fassent partie du programme officiel pour la formation des enfants ? Tout à fait. Des cours de jardinage qui pourraient être dispensés par les employés communaux si les maîtresses ne veulent pas s'en charger ou ne peuvent pas s'en charger. Et aussi et surtout des cours de cuisine, puisque toutes les cantines des écoles, des collèges et des lycées ferment à 14h tous les jours, et que de 14h à 17h, on pourrait faire cuisiner les enfants, leur réapprendre les recettes de base de l'alimentation, parce qu'en fait, on ne sait pas bien manger si on ne sait pas cuisiner. C'est vraiment très important.
quand on voit tous les jeunes qui faisaient la queue devant le Crous au moment du confinement, parce qu'ils ne savent pas mettre un navet, une carotte, une pomme de terre dans une casserole pour se faire une soupe, et que tous les kebabs et les pizzerias, etc., ayant fermé, ils ne savaient plus comment se faire à manger et comment manger, on se dit que c'est vraiment, vraiment important. Et puis si on prend en compte le coût de la santé, du diabète et de l'obésité en France, qui se monte à 20 milliards chaque année, la prise en charge, on se dit qu'il y a quand même peut-être une petite place pour l'éducation à l'alimentation dans cette équation. Bon, il faut demander au ministre de la Santé de faire pression sur le ministre de l'Éducation nationale. En ce moment, il a le pignon sur rue, le ministre de la Santé, donc pour essayer d'intégrer ça, parce que ça se fait un peu dans le périscolaire pour certaines écoles. Moi, j'ai des enfants qui ont fait un peu de cuisine ou qui ont un petit potager à la sortie de l'école, mais ça ne fait pas partie du programme officiel. Voilà, et du coup, c'est un peu injuste entre les enfants parce que certains apprennent à cultiver, à cuisiner, et d'autres où l'école a totalement pas pris ça en charge, ils ne savent pas. Donc, voilà. On espère qu'Open Agri-Food arrivera à imposer. On regardera si ça arrive, des cours de jardinage officiels à l'école. Je pense qu'on en entendra évidemment parler, mais c'est vrai que c'est quelque chose de la vie quotidienne pour beaucoup de monde, et on va apprendre des fois à l'école des choses, pas dire inutiles, mais qui sont peut-être moins connectées avec notre quotidien du moment. Les lycées agricoles ont aussi, je pense, leur carte à jouer aussi là-dedans. Nous, on a commencé à accueillir des classes de CM1 qui sont venus sur la ferme support qu'on a mis en place au lycée horticole de Saint-Imier. Les lycéens sont venus... les lycéens, les collégiens. Non, même pas, c'était CM1. Les écoles primaires. Les écoles primaires, je sais pas comment on dit. Ils sont venus ramasser les légumes eux-mêmes, ils ont constitué les paniers pour leurs parents. Donc il y avait les associations de parents d'élèves qui ont commandé les paniers, les gamins sont venus et ils ont vu où poussaient les légumes, ils ont découvert qu'une patate ça poussait dans le sol, ils ont découvert qu'en fait un brocoli c'est une fleur, et voilà, je pense que ça ouvre les yeux, et les interactions comme ça, elles peuvent être multiples. Voilà. Oui. Nous, nos lycées agricoles, il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de formations en paysage, et du coup, on essaye aussi de leur montrer la partie productive, on va dire, du paysage grâce à la parcelle. Vous ouvrez aussi votre exploitation, Laurent, à des jeunes qui voudraient... Pour des questions de sécurité, justement, cette année, et je le regrette. Une machine qui tombe sur un élève, ça peut être embêtant. Donc, tant que l'exploitation n'est pas totalement sécurisée, ça va être compliqué. Puis ça prend du temps aussi. Oui. Et les légumes sont là pendant que les élèves viendraient pendant que les légumes poussent. On n'est que 2 associés, et en pleine saison, là, Oui, c'est vrai que c'est aussi un frein pour faire découvrir. Rien de mieux que d'aller voir comment ça se passe sur le terrain, mais un agriculteur qui accueille une classe, ça peut lui prendre une demi-journée de boulot en moins, quoi. Ça fait partie de l'équation économique. On milite pour que chaque agriculteur qui reçoit une classe soit rémunéré pour ça. Quand on va au cinéma avec les élèves ou à voir une pièce de théâtre, il y a un budget qui est... Les enfants payent leur ticket sur le budget de l'école. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait aussi un budget pour aller visiter une exploitation agricole ou une boulangerie ou une boucherie. Mais tout ceci en rémunérant évidemment la personne qui accueille, et du coup qui le fera peut-être aussi avec en ayant des règles pédagogiques plus poussées que si elle le fait en voulant faire bien, accueillir gratuitement. Son job. Voilà. À ce moment-là. En tout cas, bon, il faudra être convaincante avec les différents ministres que vous allez devoir solliciter pour faire passer toutes ces bonnes idées. Mais... Oui. Dans la métropole, on a beaucoup de communes aussi qui ont initié ou qui ont mis en place des fermes communales qui pourraient servir de support. Et c'est vrai qu'on est quand même sur un terreau favorable à ça autour de Grenoble. Et voilà, mettre en place des producteurs locaux qui ont un lien avec les écoles, avec les élus, etc. C'est essentiel. C'est essentiel, ouais. Je ne sais pas si les abeilles peuvent être un bon vecteur pour sensibiliser les enfants à l'environnement, à l'agriculture ou à l'apiculture.
Les abeilles, c'est un peu plus compliqué parce que ça pique. Oui. Mais donc, il ne pourra pas y avoir de travaux pratiques. Par contre, tous les aliments doivent être vus pendant le cycle, les différentes années scolaires. Et évidemment, le miel, c'est important que ils savent pas que c'est des abeilles qui font le miel. Donc, rien que de voir comment le miel est fait et à quoi sert l'abeille en plus que de faire du miel, toute la pollinisation, etc. C'est fondamental pour toute personne, je pense, qui a envie pour se débrouiller dans la vie. Voilà, je pense que c'est vraiment important. Ça peut inciter les enfants à remplacer le Nutella par le miel le matin au petit déjeuner. En tout cas, c'est un bon indicateur de la qualité de notre environnement, les abeilles. Alors, si on n'est pas super bien placé sur le vin, l'Isère est le premier département apicole de France. Si on prend en compte le nombre d'apiculteurs déclarés auprès de la préfecture, il y en a 2700. Ils ne sont pas tous professionnels, évidemment, mais Lilian Veillé a suivi l'un d'entre eux, établi à Montbonneau, dans l'agglomération grenobloise. Au bout de 21 jours, voilà, l'abeille, elle grignote la cire et elle sort. C'est son premier jour. Voilà. Elle est partie pour une petite vie. Avec le soleil et les beaux jours, les abeilles sortent de nouveau leurs antennes de la ruche. Une vraie satisfaction pour Benjamin, heureux de voir ses ouvrières enfin s'épanouir après un début de saison très difficile qui lui a fait perdre plusieurs colonies. On a une année assez difficile en apiculture en 2021, puisque les changements climatiques, les aléas pluie, soleil, froid, ont fait qu'on a une très mauvaise année en Isère. L'apiculteur a trouvé son cocon il y a 3 ans à Montbonneau, dans une ferme communale qu'il partage avec 2 maraîchers et à qui il a présenté ses nombreuses abeilles. On pourrait imaginer 2000 abeilles sur chaque cadre, 10-15 000 abeilles dans cette colonie-là. Seulement dans cette colonie, car au total il a 250 ruches qui sont aujourd'hui toutes en bio. On évite des traitements dangereux pour elles et pour nous. On les met dans des zones de butinage adéquates, où il y a plus de nature possible, plus de diversité florale aussi possible. Car pour être en bio, Benjamin doit proposer à ses ouvrières une zone de butinage qui comprend au moins 50% d'espace naturel dans les 3 km où elles sortent récoltées. En tout cas pour les femelles, car les mâles ne butinent pas. La reine, elle pond soit des mâles, soit des ouvrières. Et celle-ci qui est au bout de mon doigt, qui est toute grisonnante là, elle vient de naître. Elle a les ailes encore collées. Et tout cela, il l'a notamment appris au syndicat apicole dauphinois, où il est maintenant vice-président. Avec une quarantaine de bénévoles, le syndicat forme chaque année près de 200 apiculteurs, en partant des bases pour ensuite aborder l'élevage des rennes, le respect de la biodiversité ou encore la cuisine au miel. Mais c'est aussi un espace de vente où on trouve de tout. Il y a plusieurs rayonnages et vous trouvez plusieurs produits qui sont nécessaires, soit à la constitution d'une ruche, soit à la fabrication du miel et à la vente du miel. Donc là, ce sont des portes, là on trouve des grilles à rennes, là des cartons pour faire les marchés. Au syndicat, on alerte aussi sur les dangers qui pèsent sur les butineuses. Les récoltes ont chuté de 60% ces 20 dernières années. Et surtout, la mortalité est en hausse. Un tiers du cheptel ne passe pas l'hiver. Et c'est souvent multifactoriel entre les variations climatiques et surtout les parasites. Les abeilles actuellement elles ont 2 gros prédateurs qui sont les frelons asiatiques et puis les varrois. Donc il y a des traitements qui sont conventionnels, qui sont de la chimie, qui sont voilà. Et puis il y a d'autres techniques, on appelle les biotechniques. Ça passe par des moyens mécaniques, par l'encagement des rennes et tout. Et là il n'y a pas d'intégration de produits chimiques. Avec ses 2700 apiculteurs, l'Isère est le département qui en compte le plus au niveau national. Mais les 40 000 colonies iséroises ne sont toujours pas débarrassées du varroa destructor, en bio comme en conventionnel. Je crois que vous les connaissez bien, les abeilles de Benjamin Dufort, Benoît. Oui, il a mis une partie de ses ruches sur la ferme du lycée horticole. Il ne peut pas la miser en bio parce qu'autour il y a trop de parcelles conventionnelles. Par contre, il peut multiplier ses colonies à cet endroit-là. Par contre, il ne fait pas le miel. Et du coup, nous, on est content aussi d'avoir cette biodiversité à côté
même si c'est une biodiversité gérée. Et puis on plante des fleurs, on voit les images qui ont défilé tout à l'heure avec les fleurs jaunes, là c'est des bandes fleuries qu'on intègre au milieu de nos parcelles, donc entre nos planches de culture, on a des zones qui sont dédiées à faire uniquement des fleurs, voilà, pour que les abeilles puissent se nourrir et assimiler le pollen et venir aussi butiner nos légumes qui ont besoin d'être pollinisés comme les courgettes, comme une grande partie des légumes. Je disais en lançant le reportage que c'était un bon indicateur de la qualité d'un environnement. Alors on parle beaucoup de la mortalité des abeilles, Laurent, mais là, contrairement tout à l'heure au cas des plantes, finalement, elles se porteraient mieux en milieu urbain qu'en campagne, nos abeilles. C'est ce que différentes études ont fait ressortir, effectivement. Ce qui nous fait un peu peur, c'est-à-dire que la qualité des campagnes s'est dégradée par rapport même à un milieu assez contraint comme la ville. Il parlait donc du varroa, qui est un parasite. Il y a d'autres problèmes. Et les pesticides aussi, qui sont les pesticides. Ouais. C'est la différence fondamentale, finalement, entre la ville et l'espace rural. C'est pour ça que l'agriculture biologique, puisqu'on parlait de l'agriculture de conservation, mais l'agriculture biologique est intéressante dans bien des domaines, puisque même si certains traitements peuvent être faits, ils sont beaucoup moins agressifs sur l'environnement. Et que globalement, les agriculteurs en bio cherchent à favoriser l'environnement autour de leur exploitation. Ça fait poser d'énormes questions, surtout que les néonicotinoïdes qui impactaient principalement les abeilles avaient finalement été interdits, il y a, je crois, 2 ans, je ne suis pas sûr. Et ils ont, suite à des problèmes sur les cultures de betteraves, on ne trouvait pas de solution alternative. Réautorisés, et sans doute que le lobby des sucriers était derrière pour faire en sorte que des néonicotinoïdes soient à nouveau autorisés sur certaines cultures. On sait aujourd'hui, ça a été prouvé, qu'ils ont un impact sur les abeilles. Il y a là aussi des questions à se poser sur comment un produit comme celui-ci a pu être réautorisé à nouveau et quelles ont été les influences pour que ce produit soit à nouveau réautorisé. Ce n'est pas le seul produit, mais essayer, et ça ne veut pas dire que tous les produits chimiques sont mauvais absolument pour l'ensemble de nos sociétés. Il y a toujours une balance bénéfice-risque. S'il n'y a plus du tout de pesticides à l'heure actuelle, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir retourner dans les champs. La mère d'un de mes patrons en Suisse, qui avait 70 ans, me disait, grâce à l'arrivée des désherbants, je ne dis pas encore une fois que je suis pour, hein, grâce à l'arrivée des désherbants, moi et mes sœurs, on est sortis du désherbage des carottes. Et on a pu, du coup, continuer un peu les études. C'est arrivé quand elle avait 13 ans. Elle s'en rappelle encore. Donc, encore une fois, je suis en agriculture biologique, je ne fais pas la promotion de pesticides, mais il s'agit à chaque fois, pour chaque débat de société, de faire une balance bénéfice-risque. Là, les abeilles, c'est un enjeu primordial pour l'ensemble de la planète. Il n'y a pas que le miel, hein. Il y a effectivement toute la pollinisation qui permet aux cultures de se régénérer d'une année sur l'autre. Ce qui s'est passé pour la réautorisation des néonicotinoïdes pour les betteraves, c'est symptomatique de ce que l'agriculture conventionnelle elle génère comme mot en fait dans les cultures. C'est-à-dire que la betterave, c'est quasiment de la monoculture sur des centaines et des centaines d'hectares. Il n'y a que des betteraves. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de haies, il n'y a pas de biodiversité qui va pouvoir réguler la présence d'un ravageur. Ce qui s'est passé là, c'est qu'il y avait des pucerons. Les pucerons ont piqué les feuilles. Les feuilles des betteraves sont devenues sensibles à la jaunisse, qui est une maladie. Et donc, sans cet insecticide qui permet de détruire les pucerons, on perd le rendement. Mais si on réintègre la betterave dans des cycles avec des rotations de culture plus longues, avec des sols qui sont mis en forme, avec des variétés qui sont adaptées, avec de la biodiversité au sein des parcelles, on pourrait certainement se passer de ce produit et diminuer les pertes de récolte. Donc, c'est ce que vous disiez, Florence, ça va évoluer dans les années à venir. Ces anciens modèles, ces anciennes mentalités héritées des décennies passées, où on se posait peut-être moins de questions sur l'environnement, ça, selon vous, ça va changer radicalement ? Ça va changer, mais ça va prendre encore pas mal de temps. On a eu, suite aux États généraux de 2017, la plus grande réflexion qu'on ait eue sur l'agriculture en intégrant toutes les parties prenantes, que ce soit le producteur, le transformateur, le distributeur, etc. On a eu une rédaction de plans de filière
C'est-à-dire que pour chaque filière, le bovin, l'ovin, le blé, les fruits et légumes, etc., on a demandé aux interprofessions, c'est-à-dire ceux qui chapeautent les filières, de décrire ce qu'ils allaient faire et de donner leurs chiffres et de décrire ce qu'ils allaient faire dans le futur. Et par exemple, sur la betterave, clairement, il y a certainement un nouveau plan de filière à rédiger en se disant comment on se passe des ça, j'y arrive jamais. Vous avez été tous les trois parfaits sur la prononciation. Moi, je m'y risque pas. Comment on s'en passe à 5 ou 10 ans. C'est vrai que du jour au lendemain, c'était impossible pour toute la filière betterave. Mais effectivement, il faut maintenant qu'on ait une vision à beaucoup plus long terme, très stratégique, sur la façon de produire et comment on va le faire, quoi. Voilà. Allez-y, Laurent. Des pertes de productivité, puisque en faisant de moins grandes parcelles, puisqu'on y aurait inclus des haies, etc., en désindustrialisant des méthodes de production qui sont hyper intensives, on augmente les coûts. Il va donc falloir que si c'est un chemin pour sauvegarder des abeilles, on va faire un résumé simple, il faudrait que le consommateur accepte de payer plus cher. Et que ensuite les distributeurs, puisque faire du gros, c'est une agriculture, on n'est pas tous en vente directe, ça serait compliqué que tous les agriculteurs soient en vente directe, et que les distributeurs soient réglementés dans la distribution, dans les marges qui sont appliquées. Et la nécessité absolue de devoir rémunérer correctement l'agriculteur et l'agriculture en général, ça fait 30 ans qu'on en parle. Si les produits ne sont pas rémunérés correctement, on ne pourra pas produire de la qualité. Et s'il n'y a pas des contraintes aussi, ça ne poussera pas les gens à faire de la qualité. Mais il faut encore que le consommateur accepte de payer plus cher. Alors, est-ce que vous sentez une tendance, il y a eu la crise du Covid qui a peut-être changé un peu cette approche pour une partie de la population. Vous qui développez alors, la vente directe ou en tout cas des circuits courts, hein, je parlais des magasins de producteurs, notamment le Comboire Paysan, qui est le dernier en date, qui a ouvert il y a quelques mois. Est-ce que vous sentez que la population est prête à jouer le jeu, à payer plus cher pour justement améliorer toute une chaîne de production ? Oui, mais ça ne va pas assez vite. On est en retard par rapport à la transition énergétique, on est en retard par rapport à la transition écologique. Bien sûr qu'une partie des consommateurs se sont tournés vers la vente directe, puisque la vente directe, c'est le meilleur moyen d'avoir confiance dans ce qu'on mange, je ne peux pas vendre à quelqu'un quelque chose dont je ne suis pas fier. Par contre, si cette personne habite dans un autre pays, peut-être je serai moins regardant. C'est naturel, c'est la nature humaine. Donc la vente directe, l'agriculture biologique sont des facteurs de confiance que l'on peut avoir dans sa nourriture. Et la crise de confiance à l'heure actuelle qu'il y a envers l'alimentation, on est là, nous au moins, pour pouvoir y répondre. On a effectivement des ventes qui sont assez dynamiques. On est aussi dans un contexte particulier. Dans le bassin grenoblois, de personnes qui ont un niveau de vie assez élevé, enfin une partie en tout cas de la population a un niveau de vie élevé. Donc pour les agriculteurs bio en local, c'est assez facile de trouver un juste prix acceptable par le consommateur et qui est rémunérateur pour le producteur. Après, pour nourrir la population, tout à l'heure, Florence disait que si tout passait au bio, on ne pourrait pas nourrir tout le monde à cause des baisses de rendement. C'est aussi qu'on est face à un modèle pour l'instant où on a beaucoup de déchets, de gâchis dans notre chaîne de production et de distribution, qu'on consomme énormément de viande, qu'on fait aussi des agrocarburants avec les plantations. Avec des plantes. Donc il y a un moment quand il va falloir choisir entre conduire ou se nourrir, il va falloir choisir. Et que l'alimentation est passée à 12% du budget des ménages, alors qu'on était à 60, 70 ou plus, voire 80% il y a un siècle. Ça risque quand même de changer aussi dans l'avenir, parce qu'on fait de plus en plus le lien entre alimentation et santé. Pendant les 15 dernières années, on avait complètement occulté ce lien-là, et donc on mangeait pour se nourrir, mais pas tellement pour vivre plus longtemps et en bonne santé.
depuis 4-5 ans, les gens commencent vraiment à se dire que ce qu'ils mangent, c'est ce qui va leur permettre de vieillir. Donc du coup, même dans des milieux moins favorisés, on a quand même cette conscience du prix de l'alimentation. Par contre, c'est quand même encore et toujours une question d'éducation, comme le disait Benoît. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout le monde prenne conscience de ne pas gaspiller, de manger moins de viande. Il y a pas mal de choses qui doivent petit à petit rentrer dans les mentalités pour permettre de payer plus cher l'alimentation tout en continuant à bien vivre à côté, quoi. Oui, ça ne va pas se faire effectivement du jour au lendemain, comme on dit. Vous évoquiez tous les deux les haies bocagères. Ça tombe bien, ça va être le dernier reportage de cette émission. Elles sont de retour. En tout cas, elles essayent de revenir sur le devant de la scène. Elles ont été beaucoup décimées ces dernières décennies, notamment en milieu rural. Mais elles ont une utilité. La nature est souvent bien faite et elle sait, générer des cercles vertueux. On regarde cet exemple donc avec le retour sur une exploitation de haies bocagères, toujours dans l'agglomération de Grenobloise, à Vars. À la ferme aromatique de Vars, pour délimiter la parcelle de terrain, pas de clôture, mais des haies bocagères. Un moyen de créer un paysage tout en servant de brise-vent pour protéger les plantations. Et surtout, elles sont un véritable vivier pour la biodiversité. Les haies servent à la pollinisation, donc c'est quelque chose qui rend les terres beaucoup plus fertiles. Le bien-être animal est assuré par ces haies qui apportent également de la fraîcheur, des coins d'ombrage qui sont nécessaires aux animaux qui peuvent être présents sur l'exploitation. Les haies sont aussi des puits carbone. À l'époque du changement climatique, c'est quelque chose de très intéressant et de très pertinent à mettre en place au sein des exploitations. Et ici, les petites bêtes ont le choix entre les saveurs des essences de toutes ces haies. Là, on a par exemple du cèdre. Ensuite, on a des noisetiers qui sont aussi producteurs de noisettes. Ensuite, on a des chênes blancs. Et plus loin, là-bas, on va pouvoir aller voir un pin. C'est du pin noir d'Autriche qui est aussi mycorhizable. Car en plus, les haies de la ferme aromatique ont une vocation productive. Certaines sont truffières. Et ici, on voit bien que la mycorhize de la truffe est active, puisqu'on a une raréfaction des herbes, comme si on avait mis du désherbant, mais ici, vous êtes sur une parcelle qui est en bio, on n'utilise pas de désherbant. Et c'est la mycorhize de la truffe qui chasse la concurrence, en fait. Donc, on n'a plus d'herbe au pied de la plante, donc ça veut dire que c'est actif, et que certainement que dans quelques temps, il y aura des truffes. Malgré tout, les haies ont été abandonnées au fil du temps avec la mécanisation des exploitations agricoles. Depuis 1950, 70% d'entre elles ont disparu des bocages français. Ça peut représenter des difficultés en termes d'arrivée avec le matériel agricole, par exemple. Ça parcellise les terres. C'est aussi des haies qui demandent un minimum d'entretien. Et pour inciter les agriculteurs à remplacer leurs clôtures par des haies, la métropole grenobloise a mis en place une aide de 40%. Alors, le retour au bon sens paysan, j'ai envie de dire, Benoît. Oui, c'est sûr, de réutiliser du végétal pour rendre plusieurs services, ça paraît assez judicieux, assez logique. Nous, dans les nouvelles techniques de maraîchage, on a tendance aussi à aller vers du paillage organique, d'origine organique. Donc ça peut être, tout à l'heure je parlais de compost, mais ça peut aussi être du déchet de broyat de branches. Et du coup, la haie et l'arbre à l'intérieur de la parcelle peut être une manière d'autoproduire au sein des parcelles ce paillage. Voilà. Alors après, bien sûr, il y a des coûts associés à ça, une complexité du travail qui augmente. Mais voilà, les rôles écosystémiques des haies est plus que prouvé et les plans de relance incitent à la plantation depuis pas mal d'années. Et on voit d'ailleurs le nombre de linéaires de haies augmenter depuis presque 20 ans. Quand même. Ouais, le gouvernement s'est fixé un objectif 7000 km de haies d'ici 2 ans au niveau national. Ouais, alors ça, c'est une goutte d'eau. Oui, ce que j'allais dire, je ne me rendais pas bien compte, mais le budget alloué de 3 millions d'euros, donc si on le divise au niveau national, ça ne reste pas grand-chose.
parce qu'on parlait de millions de kilomètres. Kilomètres à l'époque. C'est ça. Bon, en tout cas, ça va dans le bon sens, même si Ça va c'est dans le bon sens. toute petite avancée. Plus globalement, Laurent, il y a beaucoup d'aide de la part des collectivités ou de l'État pour l'agriculture biologique. On sait que l'agriculture conventionnelle est pas mal subventionnée, notamment par l'Europe. Est-ce que c'est la même chose dans votre activité? Vous êtes sur des petites parcelles, on l'a dit, hein, quelques hectares par producteur. On peut avoir des aides pour la subvention de l'achat de matériel neuf. Donc nous, on ne rentre pas dans ce cadre-là puisqu'on va fabriquer principalement nos machines. J'ai bien compris. Une partie qui est éligible. Par contre, suivant les programmes, l'autoconstruction peut être prise en compte. Voilà. Mais c'est assez compliqué et ça prend du temps. En fait, la plupart des subventions, je ne dis pas que je suis contre, mais elles vont favoriser davantage les exploitations qui ont le temps de monter des dossiers. Et le simple peine, par exemple, pour les haies, j'aurais été intéressé potentiellement. On verra du coup si on les finance nous plus tard avec nos propres deniers. Mais le temps consacré au fait de monter un dossier, à la réflexion autour du projet. Pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est très chronophage. Donc, finalement, les subventions favorisent principalement les grosses entreprises. Qui ont eux du personnel pour administrativement gérer ça. Et même avec notre aide administrative sur l'exploitation, puisque maintenant c'est nécessaire, on s'en sortirait pas sinon. On a du mal. Il y a des subventions, je connais pas la PAC. Mais c'est pour nous en maraîchage, c'est anecdotique, puisqu'on est à une personne à l'hectare et les subventions sont en général à l'hectare. C'est ça, pour une parcelle de maraîchage, on peut estimer d'avoir 1 000 euros, 1 500 euros d'aide à l'agriculture biologique des aides PAC. Un entrepreneur sur des grandes surfaces en céréales, c'est à peu près au maximum 300 euros par hectare, mais s'il a 100 hectares, ça fait 30 000 euros. Ça fait beaucoup plus. Et donc, voilà, le rapport de force est un peu disproportionné. Et du coup, il y a une grosse bataille de la Confédération paysanne et du monde paysan en particulier pour revoir ce système d'aide européen et d'arrêter de faire des primes à l'hectare qui tend à augmenter la taille des entreprises, des exploitations. Là, on peut parler d'exploitation. Je parle d'étymologie, mais l'exploitation, cette notion d'exploiter le sol, ça, c'est des choses qui doivent changer aussi. L'entrepreneur du vivant fonctionnerait beaucoup mieux. Et donc, on se bat pour arrêter l'agrandissement de ces grandes fermes monocultures pour retourner à une subvention qui est à la personne qui travaille. Et une personne qui travaille a le droit à tant d'aide, quel que soit son système de production, finalement. Ce serait, en tout cas, c'est ce qui est revendiqué dans le monde paysan. Et à savoir que l'agriculture, malgré ses subventions, qui donc irrigue, les subventions irriguent entièrement l'ensemble du réseau de l'agriculture en général. 2% des agriculteurs disparaissent chaque année. Oui, et la tendance depuis 40 ou 50 ans. Donc voilà, malgré ces subventions-là, c'est toujours un bain de sang. Et donc, il faut peut-être trouver un autre modèle de société pour que les gens vivent de leur métier sans avoir à toucher un chèque de la part de l'État. Ça n'intéresse absolument personne, et les agriculteurs y compris. Oui, on ne travaille pas pour être subventionné, et pour pouvoir vivre de son... Et pourtant, c'est ce qu'ils vivent au quotidien. Ils se lèvent le matin en sachant qu'ils vont perdre de l'argent malgré les subventions. Et encore, avec l'appauvrissement des sols, la résistance aux produits chimiques, il y a une stagnation des rendements en céréales qui fait que chaque année, ils vivent de moins en moins bien. Et avant, ils payaient à crédit sur la récolte les produits phyto, les carburants, etc. Et maintenant, la récolte ne permet même pas de payer ça, les charges. On se donne rendez-vous dans quelques années pour voir si les choses ont évolué dans le bon sens, si les programmes scolaires intègrent du jardinage et de la cuisine, si les bonnes pratiques d'un côté comme de l'autre ont réussi à infuser et que les choses s'améliorent. On le souhaite et on l'espère quand même que les années qui viennent seront un peu plus optimistes sur ce point. Je crois que vous avez un rendez-vous important pour votre association à l'automne prochain. Là, on est plus près dans le temps, Florence. C'est gentil de me tendre la perche. Oui, le Forum Open Agri-Food aura lieu les 9 et 10 novembre prochains. Et ce sera la restitution des états généraux annuels de l'alimentation qui sont lancés après 2017. En fait, on fait un bilan des EGA de 2017. Et on travaille sur des nouvelles actions
pour les 2 ans qui viennent. Donc, vous êtes tous bienvenus à Orléans les 9 et 10 novembre pour venir réfléchir avec nous. Merci. Ah ben voilà, la date est passée. Merci en tout cas à tous les 3 d'être venus. On a bien fait le tour de la question autour de cette agriculture urbaine qui se développe dans notre agglomération. Une émission que vous pouvez revoir en replay comme toutes les autres sur télégrenoble.net. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.